Bonsoir, nous sommes le samedi. Ah ben voilà que j'ai oublié la date. Nous sommes le samedi 7, 6 avril, 7 avril, quelque chose comme ça. Les jours passent très très vite en ce moment, encore plus vite. Vous avez vu comment la nature change rapidement? Là, on est vraiment dans le printemps là. Et ça s'accélère, les feuilles sont en train de pousser, il y a plein de fleurs, il commence à y avoir plein de fleurs partout. Bah, c'est la plus belle saison, hein. C'est le printemps. Tu sens que toute la force est là. Mais nous, on n'a plus beaucoup de force parce qu'on n'a plus 18 ans et le poids de l'âge commence à se faire sentir, surtout pour le bricolage, le jardin. Et je peux vous dire que en ce moment, je sens que là, chaque année, c'est encore un peu plus dur. Ah, je suis épuisé. J'ai le corps qui a du mal à suivre. En plus, j'ai un terrain en pente. J'ai 3000 m² de terrain à entretenir. C'est beaucoup pour un seul homme. Et voilà, quoi, j'en vois pas le bout. C'est difficile. C'est difficile. En plus, on veut arranger les choses correctement pour les extérieurs. Et tu vas acheter des fleurs, tu plantes quelques fleurs, enfin, tu essaies d'organiser. Cette période, elle est douce, enfin, elle est agréable quand on travaille pas. Mais quand on travaille, wow, on n'en profite pas tellement, en fait, parce qu'on est toute la journée, on est comme un automate à vouloir faire. Il y a telle chose à faire, telle chose, il y a la tondeuse à faire réparer, il y a la poubelle des végétaux, il y a la déchetterie à aller, il y a les trucs à faire et les courses à faire, le ménage dans la maison, le linge, il y a tout. Il y a toute une organisation dans la tête qui est obligée de se faire. Mais vous êtes comme ça, hein, tous ceux. Quand on est seul, en tous les cas, c'est 2 fois plus de travail. Donc c'est 2 fois plus de travail et 2 fois plus de frais aussi, parce qu'il n'y a personne pour partager les factures. Et donc, ouais, il faut trouver... la journée est intéressante d'ailleurs, parce que le matin, ça y est, ça démarre, et vous voyez bien que... Comme si on rentrait dans un vortex. Il y a les heures qui défilent, comme ça, vous voyez les choses défiler autour de vous, puis vous avancez. Vous ne savez pas vers où vous avancez, mais vous avancez. Et le soir, cette journée où il faut tracer, il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place, tout ça, je vous dis pas, c'est dingue. Quand on veut avoir un extérieur propre et accueillant, hein. Après, chacun qui voit. Mais moi, j'ai à cœur toujours que les choses se tiennent bien, qu'il y ait de l'ordre, pas trop exagéré. C'est pas des jardins à la nôtre, mais c'est quand même besoin d'avoir quelque chose qui tient la route, quoi. Et ça, c'est la propreté, les trucs à ramasser, se baisser, on n'est plus habitué, puis le corps, ça fait remarquer, ça fait un exercice, hein. Et là, j'ai dit, oh non, il faut que je sorte, il faut que je fasse ma vidéo à l'extérieur, retrouver un peu de tranquillité. Et là, il y a une côte à monter, pareil. Vous savez, j'ai travaillé toute ma vie dans les bureaux, donc j'ai pas le corps qui est comment dire, qui est habitué, si vous voulez, qui a été rompu au travail physique. J'ai beaucoup vécu en appartement et dans les bureaux. Donc vous prenez l'ascenseur, c'est pour ça la première chose que j'ai fait quand je suis venu ici, c'était retrouver une vitalité physique que j'avais perdue en vivant en banlieue. Et puis vous savez, on s'en rend pas compte, mais le corps, il n'est pas sollicité quand vous travaillez toute la journée dans un bureau et vous travaillez toute la journée assis, vous marchez pas énormément, et là, aussitôt que vous avez une maison, c'est les étages à monter, c'est l'escalier en bas. Oh, j'ai oublié quelque chose, je remonte, je redescends, je remonte. C'est un exercice perpétuel, continuel. Mais comme
comme je suis arrivé, comme j'ai pris cette maison assez tard, assez tardivement, je vois bien que j'ai pas eu le corps brisé par le travail, enfin pas brisé, mais habitué à ce travail physique. Et donc, j'ai moins de force que des gens qui ont passé leur vie dans le travail manuel ou qui ont fait beaucoup de travail manuel et qui ont beaucoup sollicité leur corps. Ils sont plus résistants que moi. J'ai des gens plus âgés qui sont plus résistants parce qu'ils ont un corps qui est plus solide, plus rompu au travail. Alors que moi, je vois bien, j'ai pas la force de quelqu'un qui a beaucoup travaillé physiquement. Et puis, vous savez, quand vous vivez dans 50 mètres carrés, ce qui a été mon cas pendant assez longtemps, bah, c'est restreint. Alors vous sortez, oui, mais vous sortez boire un verre, vous asseyez une terrasse, pas comme ça. Vous faites un peu de gym, ouais, vous faites un peu de piscine comme je faisais avant, mais ça, c'est rien, quoi, c'est rien. C'est juste rien, en fait. On s'aperçoit que quand il faut travailler la terre, c'est dur. C'est dur, et je comprends que le travail physique, c'est particulier, vous savez, travailler physiquement. Je ne sais pas si l'homme tel qu'il se... L'homme du futur, l'homme de l'avenir, est-ce que ce corps va se métamorphoser en quelque chose de plus frêle, de plus fragile? C'est probable, parce que si les robots et si les gens vivent en ville, essentiellement dans des espaces aseptisés ou robotisés, il ne va plus faire d'efforts physiques. Ça va être que sa tête, que mental. Et alors, une grosse tête, vous savez, comme les Martiens, vous savez, comme les extraterrestres qui sont représentés, ils ont des corps tout frêles. Peut-être que nous, c'est peut-être nos aînés qu'on voit comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de solliciter leur corps et du coup, ils n'ont plus de corps, quoi. Ils n'ont plus qu'une grosse tête et puis c'est tout. Peut-être que c'est ce qui va arriver. Je suppose qu'il y aura peut-être une transition. Puis vous savez, les jeunes qui passent leur temps en salle, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas... Oui, ils sont musclés, puis après les muscles vont se ramollir et c'est pas forcément non plus une solution. Il y a vraiment un détachement. Je vois le fait de ne plus vivre à la campagne, de plus avoir de maisons, ou tout au moins avoir des maisons avec des petits terrains et tout ça. Et je vois les ados ne travaillent pas dans les jardins. Autrefois, quand tu étais ado, encore que moi, mes parents avaient une maison, donc je travaillais quand même dans le jardin, beaucoup. Bon, ça allait bien, mais ça m'entretenait physiquement, mine de rien. Et là, je vois plus d'ados travailler, ils sont tous derrière leur ordinateur, derrière leur écran, ils jouent au jeu, et donc le corps, fatalement, leur corps va s'affaiblir. Ils n'auront plus un corps solide et c'est un corps qui va se fragiliser au cours des années et ils pourront plus revenir à la campagne, ils seront plus armés, ils seront plus physiquement assez costauds pour justement assumer l'entretien d'un grand jardin, d'un potager, comme faisaient nos anciens, parce que le corps n'est plus adapté à ça. Je le vois, je le constate, même chez moi, je constate. Je serais incapable aujourd'hui, je crois, de faire un potager. Je serais épuisé, je vois bien que le corps ne suit pas. Alors peut-être que... Moi, j'explique ça en tous les cas comme ça. Le fait d'avoir été tout le temps dans le tertiaire, bah, je passais du bureau à l'appartement, je prenais la voiture, vous voyez. Bah, vous vivez comme ça pendant 30 ans, bah, votre corps, il vaut plus rien, quoi. Et donc, il a fallu que je me réadapte. Et quand j'ai 64 ans aujourd'hui, et quand je suis arrivé là, j'avais 55 ans à peu près. À peu près 55, 56 ans, vous voyez, ça fait même pas 10 ans, presque 10 ans. Bah, je suis arrivé là, waouh, j'ai dit, waouh, quand on a une maison, et donc, c'était un peu tard déjà, 55 balais, vous arrivez, votre corps, il est déjà un peu atrophié, il a plus la force, il a plus c'est des courbatures. Au début, j'avais rien que de circuler dans la maison, j'avais déjà des courbatures. Puis là, en ce moment, j'avais plein de courbatures. Pourquoi? Parce que il y a eu l'hiver. L'hiver, on est moins sollicité. L'hiver, on travaille moins. Puis là, au printemps, il faut dégommer, quoi. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a plein de choses à faire. Le jardin, ça pousse de partout. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, du coup, votre corps, bah, il est plus vraiment
Et il faut qu'ils se remettent en route. Et donc, on sent que chaque année, je sens que, voilà, quoi, je perds en plus, quand on vieillit, on perd de la force. Donc, ça se sent. Les gens qui vivent à Paris, qui vivent dans les banlieues, je parle toujours de Paris, mais les villes et les banlieues, finissent par plus se rendre compte. Mais quand on est à la campagne, c'est pour ça que les grands jardins ne se vendent plus, les maisons avec les grands jardins. Les gens n'ont plus envie. Et puis je vois bien les gens, vous savez, qui arrivent à mon âge et qui ont des grands terrains, ils se disent « Oh là là, il y en a marre du terrain, il y en a marre. » Il suffit qu'il y en ait un des deux qui se retrouve seul, à 70 balais, ils se disent « Oh, il y en a marre du terrain, c'est infernal. » Alors ils ont envie de retourner tranquille en appartement, trouver une petite maison de plein pied, pas trop fatigante, petit bout de jardin, parce que en vieillissant, bah, on voit bien qu'on n'a plus la force, la tonicité d'organiser son développement, le développement et l'entretien d'un grand jardin et d'une maison, quoi. Et donc les gars, bah, ils s'aperçoivent, il n'y a pas de mystère, hein, le juge de paix, il arrive hein, avec l'âge. Et vous voyez qu'à un moment donné, bah, clac, c'est plus possible. C'est comme ça, petite réflexion, vous voyez. Le champ est colza, très beau. Alors là, vous n'êtes pas à Los Angeles, c'est un autre contexte. Mais il fait aussi beau qu'à Los Angeles. Hein. Il y a un youtubeur qui vit à Los Angeles que j'aime bien, il s'appelle Atem, et il parle de sa vie. Il fait comme moi, il marche avec une perche et le téléphone. Il fait sa propre psychanalyse, peut-être, comme moi je fais. En tous les cas, ça lui fait du bien de parler à son écran. Moi aussi, hein, je reconnais. Et quand on est seul, ça fait du bien de s'exprimer. On a l'impression d'être en compagnie. C'est une impression. Et il a donc un parcours très intéressant. Il est d'origine, je ne sais pas si ses origines sont algériennes ou pas, mais il est en tous les cas d'origine arabe, on va dire comme ça. Et il a fait tout un cheminement intérieur, spirituel et puis aussi intellectuel. Et j'aime beaucoup. Alors il n'a pas beaucoup, sa chaîne n'a pas beaucoup de succès parce qu'il a encore des amis qui sont à gauche, tout ça. Lui, il est pro-Trump maintenant, d'une certaine manière, il explique pourquoi. Mais il a eu tout un cheminement, il a encore des amis à gauche, donc il ne peut pas non plus, voilà, peut-être trop, je sais pas, il s'exprime en français, il vit aux États-Unis, mais il a une approche de la vie qui résonne énormément en moi, en tout cas. Je suis très, très intéressé par son parcours, mais pas seulement, aussi par les déductions qu'il a fait, par le travail qu'il a fait sur lui, par cette évolution qu'il en a. Il a travaillé, je dirais, même sur le plan spirituel, intérieur, appelez ça comme vous voulez, mais cette métamorphose s'est fait en lui. Il a changé, il voit les choses autrement, mais pas sur... Il n'a pas de point de vue idéologique. Il est arrivé à voir le mouvement Trump, pro-Trump, tout ça, mais c'est pas du tout politique chez lui, c'est plus anthropologique. Et donc il a vraiment une prise de conscience et c'est bien parce qu'il vient de la gauche, il vient de l'émigration aussi, il a vécu en France, il est parti aux États-Unis. Il aime beaucoup les États-Unis, il s'y plaît beaucoup. Comme moi, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, ça me manque, hein, parce que j'y allais souvent, hein, j'y allais 2-3 fois par an avant, et j'aimais ça. Et puis il y a eu le Covid et tout, après, puis je suis seul maintenant, c'est plus pareil, mais avant j'y allais souvent, et c'est vrai que ça me régénérait, ça me faisait du bien. Il n'y avait qu'une chose que j'avais du mal, c'est les frontières, les frontières, enfin les douanes aux aéroports. Il faut retirer sa ceinture, c'est tout un problème, ça prend du temps, on te questionne, enfin tout ça, j'ai horreur de ça. C'est une contrainte épouvantable, mais une fois que c'est fait, bon, après ça va mieux.
Mais il faut dire que ça, c'est une vraie corvée. Puis l'avion, je déteste l'avion. On est serré, on est mal assis. Ça dure 12-13 heures. S'il y a pas, puis maintenant, il y a des escales. Si on veut un billet, maintenant, c'est inabordable. Les vols directs, quasiment. Donc, c'est compliqué. Et c'est fatigant aussi de se taper 12 heures de vol avec une escale et puis de repartir. Et puis après, arriver, louer la voiture. Enfin, tout ça, j'en ai mangé, hein, tout ça. Et puis des fois, au bout d'un moment, j'en avais marre de ça. Mais par contre, les États-Unis, oui, je me sens bien là-bas. Je sais pas, je m'assois, je regarde les gens, ça me va. Je sais pas pourquoi, j'ai pas ça ici. Il y a une autre énergie là-bas. Et lui, il s'y plaît. Je crois qu'il pourrait me comprendre s'il m'entend à ce propos-là, en tous les cas. Et donc, je suis content parce qu'il vit justement à Los Angeles. Il veut aller vivre dans le Maine, mais ça n'a rien à voir. Mais je sais pas, peut-être qu'il expliquera. En tout cas, il vit aux États-Unis, ça lui fait du bien, il avance, et on avance en fait, parce que là pareil, il commence à avoir de l'âge, je ne sais pas quel âge il a, mais comme moi, on vieillit, et on fait un peu le bilan, on s'approche de la mort, et on réfléchit au sens de notre vie, et on aimerait que cette vie serve à quelque chose, en tous les cas. On aimerait aboutir à une forme de connaissance, et que cette connaissance soit pas une forme de catalogue qu'on digère ou qu'on apprend. C'est une connaissance intuitive, une connaissance du monde dans lequel on est, plus que ça, de l'univers, de comprendre cet univers, de comprendre cette dimension dans laquelle on est aussi, cette dimension matérielle, tout en sachant qu'il y a d'autres dimensions. On le sait, là-dessus, on est convaincu de ça. Et c'est le lien entre cette dimension et l'autre qui nous intéresse. Et nous, quel rôle on joue dans ce lien-là? Est-ce qu'on va passer dans l'autre dimension d'une certaine manière en fonction de l'approche que l'on a déjà de cette vie, dans cette dimension? Parce qu'il y a quelque chose à découvrir dans cette vie, à comprendre. Et lui, il est pareil, il chemine, il traverse, il étudie les cultures, enfin il approche les différentes religions, il s'est intéressé à tout ça pour progresser. Et ça, c'est une démarche tout à fait belle démarche d'un homme ou d'une femme qui veut, dans cette vie, dépasser l'aspect superficiel de la vie. Alors évidemment, on parle de politique. C'est pas parce qu'on s'intéresse à l'existence et au sens de notre existence que on doit s'exonérer de prendre parti, s'exonérer de militer, s'exonérer de combattre s'il le faut, s'exonérer de s'exprimer sur l'actualité. Ça, il me semble que ça a un sens. Parce que après, vous vivez dans une forme d'être désincarné, qui serait hyper spirituel et qui serait au-dessus de tout. J'aime pas cette posture, pas du tout. Je trouve que c'est prétentieux, orgueilleux et ça n'aboutit à rien. Je pense qu'on est obligé d'être incarné pour évoluer intérieurement, sur le plan intérieur. Et si on n'est pas incarné, ça je vous le dis toujours, je me répète, mais on ne fait que répéter certaines choses, vous savez, dans nos vidéos. Et ça, je le redis une nouvelle fois, il faut être bien ancré dans le monde pour pouvoir s'élever intérieurement. Tout au moins pour pouvoir apprendre et progresser. On apprend dans cette matière, on apprend dans cette dimension. Donc elle est importante. Mais c'est tout le sujet, si vous voulez, c'est de savoir comment on peut, de ce monde, de cette matière, comment on peut le transformer en or, comment on peut arriver à réaliser cette opération alchimique de transformation, de métamorphose, de gestation, vous savez. C'est dans cela qu'il est intéressant de sans cesse d'appréhender, si vous voulez, la question existentielle, pour pouvoir trouver chacun son fil conducteur. On a tous un fil conducteur. Je le mien, moi ça a été le retour à la nature. Il était essentiel que je revienne proche de la nature. Là, Hatem, il vit dans la ville, il vit à Los Angeles, il est dans la ville. Peut-être que son désir d'aller vivre dans le Maine, c'est de retrouver la confrontation de la nature,
le contact avec une nature plus sauvage, moins calibrée, moins domestiquée. Ici, c'est un peu mon cas. C'est pas hyper sauvage. Elle est quand même relativement... c'est une nature maîtrisée, cultivée. On voit, il y a des champs qui sont cultivés. Il n'y a pas énormément... Mais il y a un peu les deux. Mais c'est pas non plus... C'est pas Los Angeles, vous voyez. C'est pas non plus un parc dans Paris. Il y a quand même un état sauvage quand même qui est quand même là, si vous voulez. C'est ça qui est agréable quand même. C'est-à-dire que il y a la main de l'homme, mais pas que. Il y a aussi la main visible qui est encore là. Celle qui se développe, vous savez, suivant ses propres lois, ses propres règles. Tout n'est pas calibré par l'homme. C'est quand même bien d'avoir un peu les deux. C'est ce que j'ai ici, un mixte des deux. Et mon jardin, il est un peu comme ça. C'est un mixte des deux. Je l'arrange, je contrôle. Je veux pas que ça soit un endroit totalement, vous savez, dégénéré. Je veux pas que ça fasse manouche, mais en même temps, je laisse une certaine, un côté un peu sauvage aussi. J'essaie de trouver le mixte. Peut-être qu'en nous, c'est peut-être ça qu'il faut chercher. Peut-être qu'on apprend à travers justement ce compromis à gérer notre propre jardin intérieur, c'est-à-dire le maîtriser, mais laisser une liberté aussi. Contrôler sans trop contrôler. Trouver l'équilibre entre le côté un peu liberté sauvage et le côté un peu maîtrise. Parce qu'on ne peut pas être totalement spontané et sauvage et faire n'importe quoi. Mais en même temps, le côté improvisation, le côté la spontanéité et l'improvisation, ce sont aussi des qualités qu'il faut gérer aussi. Enfin, qu'il faut gérer, mais pas trop. Parce que sinon, si on est trop calibré dans un carcan mental ou une discipline, ça donne rien de bon. Il faut laisser dans notre espace de vie cette partie libre, spontanée, pour que on puisse laisser une part à la spontanéité, à l'improvisation. Voilà, chercher le mot. Improviser, c'est important. Et pour improviser, il faut s'accorder des moments de totale liberté. C'est-à-dire, improviser, ça veut dire peut-être sortir une nuit, la nuit, regarder le ciel étoilé, contempler, j'en sais rien, sentir la différence. La nuit, c'est une autre ambiance. Les animaux sont différents. Le bruit des animaux et tout ça, le mystère. Vous voyez, c'est ça, se permet de dire, bah tiens, ça ce soir. Donc ça, c'est de l'improvisation. Et c'est nécessaire dans la vie d'avoir ces temps d'improvisation. Pour être créatif, pour produire quelque chose d'intéressant, pour laisser en nous la parole divine s'exprimer. Parce que si vous vivez trop dans un carcan, dans une discipline de fer, d'une part, je peux vous promettre que vous serez malade. D'autre part, vous développerez des problèmes psychologiques et des blocages, des problèmes, des obsessions, et votre vie va être un enfer. Certains sont pris là-dedans. Certains. Alors les gens, vous savez, avec leur programme, tout ça, c'est tout faux. Hein. Les gens qui prétendent qu'ils font un programme dès le matin, une discipline pour faire ceci, faire cela. Attention, hein, ça, le programme, ça vous enferme complètement. Parce que si vous avez un programme trop strict, il n'y a plus de place à la spontanéité, à l'improvisation, et il n'y a plus de place pour le divin. Le divin, il aime cette partie, justement, libre en nous. Et c'est pour ça qu'il faut, dans notre journée, au moins, avoir des moments un peu de folie. Dire, bon, voilà, aujourd'hui, je fais ça, je reste assis toute la journée, je bouge pas. Pourquoi pas? Ou alors, au contraire, je fais une marche énorme. Vous voyez, avoir cette possibilité de faire ce que vous voulez. Alors ça, il y a des avantages et des inconvénients à être seul.
Ça, c'est être seul, ça nous donne cet avantage. C'est-à-dire, vous n'avez pas la contrainte de l'autre, qui lui va vouloir, ah bah c'est les courses là, puis ce soir qu'est-ce qu'on fait à manger, et puis on reçoit tel ami, et puis là, donc il faut préparer à manger pour les amis. Donc toute ta vie se passe comme ça. On va réserver un restaurant, quel restaurant, tout ça. Et quand vous vivez en couple, il y a toujours des contraintes qui se multiplient comme ça, vous n'avez plus de place pour vous. Et ni pour votre monde intérieur. Donc, du coup, vous êtes frustré et vous vous énervez. Alors que si vous êtes seul, une fois que vous êtes énervé, bah, vous êtes séparé. Mais après, vous êtes seul, vous redécouvrez cette liberté. Vous dites, merde, quand même, être seul, c'est cool. Ça nous permet quand même d'improviser, de se dire, bah voilà, je mange pas aujourd'hui. Ça, c'est important. Et ça, malheureusement, quand on est à deux, quand on vit en famille, c'est pas facile à réaliser. C'est tout le problème, c'est tout le sujet. Et c'est pour ça que les règles strictes, les règles monacales, tout ça, ça a aussi ses limites, parce que s'il y a trop de contraintes, si les gens sont trop dans la contrainte et dans la discipline, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Moi, je vois des militaires qui ont été dans un cadre très strict, surtout des marins qui avaient des obligations évidemment sur un bateau, un sous-marin, c'est très compliqué. Bah, ils sont un peu amochés les gars, parce qu'ils ont tellement été calibrés en fonction d'un régime très précis qu'ils avaient plus de liberté. Et donc une fois que tu les laisses en liberté, ils savent plus quoi faire de leur liberté, ils sont comme fous, ils sont détraqués. C'est le problème des marins en général, surtout les gens les militaires qui ont été dans des sous-marins, tout ça, c'est encore plus compliqué. Ou les plateformes pétrolières, tout ça. Tout ça, c'est très compliqué pour ceux qui subissent ça, parce qu'ils sont ils suivent un régime très carcéral quasiment, et il leur manque justement cette liberté d'improviser, de faire ce qu'ils ont envie, et donc de laisser s'épanouir en eux cette part divine qui est importante, parce que sinon vous devenez un robot, et quand vous devenez un robot, vous régressez, vous devenez bête, et vous devenez en général comme les gauchistes qui vivent tous en ville. D'ailleurs, on voit bien, bah, vous devenez sectaire, vous devenez violent, vous devenez une sale bête, quoi. Alors le retour à la nature, il est quand même pour moi essentiel. Il est très bien. Il y a plein d'odeurs là en ce moment, évidemment, quand à la campagne comme ça. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la nature à ce moment-là précis de l'année. Il y a les odeurs, il y a les fleurs partout. Enfin, c'est vraiment merveilleux, hein. Tout à l'heure, on va voir un coucher de soleil. C'est pour ça que j'aime bien sortir tard l'été. Là, ça va commencer, les vidéos, je les ferai entre 7 et 8 heures, parce que c'est la bonne heure, ça, pour sortir. En plus, il n'y a personne, on est tranquille, il n'y a personne pour nous déranger. Enfin, le coucher de soleil, il n'est pas encore. Là, on va avoir les jours les plus longs de l'année, hein. Mais, puis après, ça va redescendre. Vous voyez, ça va vite, hein. C'est ça qui est étonnant. Les jours raccourcissent très très vite. Tous les ans, j'ai remarqué, le printemps passe très très vite. Le printemps et l'été passent très très vite. Et les jours comme ça qu'on aime bien, les jours qui sont longs, eh bien ça c'est pareil. On dit, ah c'est déjà mois de juin, ah c'est déjà fini. Et puis après ça rediminue. Et ça va vite. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans cette existence. Il y a vraiment le côté éphémère de l'existence. Il y a vraiment le côté éphémère de la vie. Le côté éphémère qui sont produits par les cycles. Et ce côté éphémère, on le ressent beaucoup plus quand on vit dans la nature, comme moi, que quand on vit dans un milieu ou dans un monde avec un climat différent, ou quand on vit en ville, on le ressent moins. Mais ici, quand vous êtes à la campagne, vous voyez les fleurs, ensuite les feuilles, les fleurs de printemps, ça dure très très peu de temps. Ça dure quoi, un mois, et hop, après c'est fini. Ça va vite. Et cette période-là, elle
Elle est belle, elle est bien, parce que je vous dis, il y a beaucoup de fleurs, les cerisiers sont en fleurs, les pommiers, enfin vous avez vraiment une séquence là qui est particulière, qui est très belle, mais ça passe vite, très très vite, c'est éphémère. Vous avez pas le temps de vous installer dedans, vous n'avez pas le temps de contempler, vous n'avez pas le temps de vous relaxer dedans. Et parce que ça passe vite. Et puis on a toute notre crasserie produites par l'actualité qui viennent nous tracasser, nous ternir un peu le côté plaisant de prendre cette vie presque sans regarder tout ça, quoi. Parce qu'en fait, quand vous regardez la nature, elle est indifférente à tout ça. C'est comme mon écureuil, il est indifférent à tout ce qui se passe. Nous, on se prend la tête collectivement avec des tas d'affaires, mais qu'est-ce que vous voulez, la nature, elle est totalement indifférente. Elle n'est pas concernée. Et ça, c'est aussi une belle leçon. Peut-être que dans ce sens-là, on pourrait s'en inspirer. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour se détacher un peu de ce quotidien relativement épuisant et stressant, angoissant, parce que c'est que toujours des mauvaises nouvelles qu'on nous apprend, jamais des bonnes nouvelles. Maintenant, ça y est, c'est systématiquement des mauvaises nouvelles. Donc il faut à chaque fois encaisser une augmentation, un truc, enfin une guerre, une épidémie. On nous bassine qu'avec des mauvaises nouvelles. Alors qu'en réalité, la nature est indifférente à ça. Quand vous êtes dans la nature, il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça, tout ce fatras. On a un peu maso, nous les humains, quand même. On a quand même une sacrée disposition à nous pourrir la vie. Hein. On aime bien se pourrir la vie. On aime ça. Il y a quelque chose de maso dans l'homme. Quelque chose de terrible, en fait. Alors voilà. Voilà un peu les considérations de ce jour. Vous voyez, c'est un peu un bavardage, un peu des réflexions comme ça qui me passent par la tête. Je vais remercier les nouveaux abonnés qui nous rejoignent, qui sont toujours plus en plus nombreux. Et tant mieux. Hein. S'ils se plaisent ici, tant mieux. Il y a un peu de tout sur cette chaîne, on l'a dit. Je le répète. Et j'essaie de lire vos messages aussi. Et puis on va avancer tout doucement. On avance tout doucement comme on peut. Hein. Je pense que il faut laisser faire les choses, beaucoup laisser faire. Il y a un moment donné où, comme on dit, il faut lâcher prise. Ben là, oui, il faut laisser les choses se développer telles qu'elles doivent se développer. On n'a pas la main, sur les événements, on n'a pas la main sur les événements qui vont arriver. Donc, on va laisser faire les choses. Peut-être qu'à un moment donné, les directions vont être prises dans un sens ou dans l'autre. Mais quelles que soient les directions qui seront prises ou envisagées, nous sommes, dans une attitude d'expectative, c'est-à-dire qu'on regarde, on évite de se brûler les ailes, on évite bien sûr de s'angoisser pour rien, parce que ça n'apporte rien, l'angoisse. Ça ne veut pas dire nier le réel, peut-être que des choses telles qu'on les a prévues, telles qu'on les a anticipées vont se produire, mais on est bien obligé de trouver en nous un espace où on demeure dans une certaine forme de paix pour ne pas subir les aléas des circonstances qui peuvent ou des secousses qui peuvent se produire prochainement. Il est possible qu'il y ait beaucoup de secousses, c'est possible, je ne sais pas, c'est possible. Mais il est bien qu'on garde notre calme, qu'on garde notre ancrage, qu'on se
qu'on se garde aussi d'être trop enflammé par tout ça. On verra bien, vous savez, et les choses de toute façon devront prendre leur place telles qu'elles devront. Les choses, les choses qui vont se produire les éléments qui vont se produire vont nous amener de toute façon à en tirer collectivement des leçons, que ce soit en bien ou en mal. Il commence à y avoir des insectes là. Ah là, pour le coup, il y a de la biodiversité ici, hein, pas de problème. Donc voilà. Non, c'est pas le coucher de soleil, le soleil est encore assez haut là. Ah, il y a le décalage horaire. Moi, je pense que le décalage horaire, il n'est pas nécessaire. Je comprends pas qu'on change l'heure. Parce que là, ça fait 2 heures de décalage avec le soleil, c'est trop. C'est trop, là. À cette heure-là, il devrait y avoir... on devrait avoir... je crois qu'il va être bientôt 20 heures, là. Et on devrait déjà avoir un soleil qui se baisse, là. Parce que là, il fait encore... c'est trop. Le décalage est trop grand. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de ce décalage. Moi, à chaque fois, ça me fatigue, ce décalage en même temps. J'aime pas ce décalage horaire. Enfin bon, c'est encore un truc pour nous emmerder, quoi. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter. Je vous souhaite donc un bon week-end, comme on dit. Un bon dimanche demain. On verra demain qu'est-ce qu'il en sera. On verra s'il y a des choses qui sont intéressantes à dire. Pour ce soir, c'est bien. J'ai retrouvé un peu de force là. Là, j'étais pas bien tout à l'heure. Le fait de marcher, c'est bon aussi. Ça fait du bien. Parce que trop, c'est trop. Hein, là. Je veux dire, dans le bricolage et tout, là, c'est too much. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on va finir sur ce chant là de colza. Pardon, cherchez colza. Bonne soirée.